La dernière ligne droite de votre programme Libre Expression Production de ce 1er février nous amène à reparler du remaniement ministériel au Cameroun. Nous aurons pour prétexte ce jour le dernier discours du chef de l'État à la nation, et c'était le 31 décembre 2025 où le président de la République, c'est la toute première fois qu'il le dit dans un discours, ce président de la République a donc dit que le remaniement interviendra dans les tout prochains jours. Un mois plus tard, le remaniement n'est pas toujours à l'ordre du jour. Il faut également rappeler qu'il y a plusieurs ministres qui sont décédés en fonction. Il y a eu plusieurs démissions également au niveau du staff gouvernemental, sans oublier qu'une élection présidentielle s'est tenue. Jusque-là, pas de remaniement ministériel. Je passe la parole au politologue Mathias Eric Onangimi. Dans un pays qui se veut sérieux, et je pense que c'est le cas du Cameroun, est-ce qu'il n'y a pas matière à réflexion? Est-ce qu'il n'y a pas matière à réflexion? On peut toujours réfléchir dans tous les sens qu'on veut. Si l'on s'en tient à la tradition politique et institutionnelle, généralement, mais pas nécessairement totalement, des mouvements ministériels interviennent chaque fois qu'il y a une élection présidentielle. Ça ne veut pas dire que tous les mouvements ministériels ce n'est pas écrit, mais c'est presque la coutume. Par une élection présidentielle, mais quand il y a une élection présidentielle, généralement après, on renouvelle l'équipe gouvernementale. Ça a été à peu près ça, sauf peut-être en 2011, on a quand même pris un peu de temps, c'est-à-dire 2 ans. Pour le faire. Maintenant, il y a aussi une situation qui est une situation particulière parce que le dernier mouvement ministériel, c'est celui du 4 janvier 2019. Ça fait à peu près 7 ans. Et l'action du pouvoir exécutif nécessite que de temps en temps, l'équipe gouvernementale soit recomposée. 7 ans, ça fait donc beaucoup, sans que cette équipe ait été recomposée. Maintenant, on entre dans un nouveau cycle avec la dernière élection présidentielle. Et puis, le président de la République lui-même, contrairement à son habitude, a clairement indiqué, suivant sa formule, que dans les prochains jours, il pourrait y avoir un remaniement ministériel. Bien entendu, ça crée une espèce d'agitation à différents niveaux, aussi bien dans les milieux politiques, et surtout les milieux politiques proches du régime, que dans les milieux d'opinion, les milieux de l'opinion publique. Le fait que le président de la République ait dit dans les prochains jours est perçu comme étant un engagement. Maintenant, il ne faut pas non plus oublier que de toutes les façons, l'initiative en la matière, c'est le président de la République qui l'a, parce qu'à ce moment, il exerce une compétence discrétionnaire. Donc, on va voir, même si pour certains, ça prend du temps, ce qui finira bien par arriver. Pour vous, ça ne prend pas du temps? Ça dépend des considérations qui sont, et des calculs que le président de la République fait. Des calculs qui sont liés d'abord aux conditions de la dernière élection présidentielle, à son résultat, qui est un résultat conforme à la logique de la majorité démocratique, mais un résultat décalé par rapport au fait que la plupart du temps, les majorités du président de la République ont été hégémoniques, c'est-à-dire tournant autour de 70 à 90%. Mais là, on a 53%. Ce qui est tout à fait conforme à la tradition de la démocratie parlementaire, mais qui est perçu comme n'étant pas suffisamment ancré. Il y a le fait, et je l'ai dit tout à l'heure, que le dernier mouvement ministériel, ou le dernier remaniement ministériel, comme on veut, a eu lieu en janvier 2019. Ça fait 7 ans, ça fait qu'il y a beaucoup de temps qui s'est passé entre-temps, et donc il est légitime qu'on puisse attendre un nouveau mouvement ministériel. Merci, au professeur Onangimi. Soulé Onoyolo, lorsque nous revenons au contexte de la dernière présidentielle au Cameroun, où certains s'accordent à dire que le peuple a passé un message
presque froid au président de la République. Le peuple estime que plusieurs de ses collaborateurs ne respectent véritablement plus leurs aspirations. Est-ce que le président de la République doit continuer à prendre autant de temps pour mettre sur pied un nouveau gouvernement? Monsieur Baffa, ici, permettez-moi d'abord de vous féliciter parce que vous êtes futé, n'est-ce pas? Premièrement, on inscrit à ce débat les deux sujets. Le premier et celui-ci. Mieux encore, d'avoir commencé par le premier qui montre une sorte d'embrouillamini et même d'embouteillage, et pour finir par celui-ci. Pour montrer, comme le disaient Mathias et François, que les deux sujets sont presque liés. Tout à fait. Les deux sujets sont presque liés. Mais je suis de ceux qui pensent que, et je l'ai toujours dit, que le mandat de M. Biya en 2025 était un mandat de sur-trop. Parce que celui de 2018 était un mandat de trop. Aujourd'hui, je ne suis plus très sûr que le président est là. Je ne suis plus très sûr. Il n'est pas mort, hein, il est là. Non, mais attendez, je n'ai pas dit qu'il n'est pas là. Il n'est pas dit qu'il est mort. Mais ne pas être là, ça ne veut pas dire qu'on soit mort. Parce que quand vous regardez comment est-ce que les chats tigres, les rats, les souris dansent autour de sa dépouille ou alors autour de sa présence, si vous voulez. Vous amusez également aussi à croire que le pays n'est plus gouverné, comme le disent certains. Monsieur Parfait, oui. Ici, je voudrais revenir à une correspondance du SGPM que vous avez lu, pour vous montrer comment est-ce qu'un SGPM fait dans le post-pilatisme. Vous l'avez lu. Il dit, monsieur, il adresse cette correspondance au directeur général du port autonome de Douala, faisant suite à la réunion interministérielle relative à 30 ans du jeudi 26. Je ne vais pas revenir sur ça. Il dit, premièrement, j'ai l'honneur de vous répercuter les hautes directives du Premier ministre, vous demandant de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de la reprise par la société SG Scanning des activités d'inspection par scanner sur la plateforme portuaire dès le vendredi 30 janvier 2026. Là, il n'y a pas de problème. Et c'est la deuxième partie. Il dit, par la même occasion, le chef du gouvernement vous a invité à bien vouloir engager une procédure régulière strictement conforme au texte en vigueur, n'est-ce pas, dans l'hypothèse de l'attribution à un autre opérateur de prestations de scanning sur le trafic, n'est-ce pas, non couvert par la société SGS. Vous comprenez que quand je parle de post-pilatisme, c'est qu'en réalité, on souffle le chaud et le froid. Ça veut dire que transatlantique, au regard de cela, est autorisé. Mais on demande simplement au DG de conformer la procédure. Mais non, l'autre chose, je l'ai dit dès le départ, comment vous pouvez expliquer, moi, comme si j'avais 6 ans, comment vous pouvez tenir une réunion, n'est-ce pas, au palais de la présidence, au palais de l'unité, vous invitez un DG et 2 ou 3 jours après, vous tenez une autre réunion à la primature, vous invitez le même DG, mais sauf que les conclusions sont plus ou moins différentes. Et qui doit finalement arbitrer en ce moment-là? C'est le président de la République. Maintenant, le président de la République est où? Dans ce que j'appelle désormais comme l'homopatisme, parce qu'on est là en plein dans l'homopatisme de feu le professeur Mouno Ndiana. Qui gagne quoi, qui a quoi, qui aura quoi dans les différentes sociétés en cas d'arbitrage, hein? Qu'est-ce que le président va choisir quoi? Est-ce qu'on n'est pas là en plein? Vous savez, quand les Camerounais ont les problèmes pour la première chose, la principale qui oppose les Camerounais, c'est le mauvais partage d'argent ou alors le partage d'argent. Quand les Camerounais ne s'entendent pas sur le partage d'argent, hein, du coup, on voit comment les électrons libres vont de part et d'autre comme si c'était le dansant. Donc je chute en disant que le président, l'intervalle d'âge entre le président de la République et les profils à promouvoir est pratiquement de 30 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le président de la République, pour nommer un jeune de 43 ans, il ne connaît pas, il doit passer par quelqu'un d'autre
parfois des réseaux. Et on sait comment ces réseaux recrutent. Et c'est ça qui bloquerait le gouvernement? Ça bloque le gouvernement. Et je dis bien que le président a dit mandat femme en jeune. Or, il ne les connaît pas tous. Et les septuagénaires qui sont aux affaires, si je suis 4 faire, parce qu'ils ne veulent pas partager, ils ne veulent pas la promotion des profils jeunes, des profils femmes. Du coup, on se retrouve dans ce genre de blocage. Et l'autre blocage, je vous ai toujours dit, c'est que le président qui ne peut que se confier aujourd'hui au réseau, n'est-ce pas, à certains de ses plus proches collaborateurs, n'arrive pas à arbitrer entre les différents parapheurs contenant le gouvernement qu'on lui apporte. Et du coup... Pour nommer un gouvernement ou mettre sur pied un gouvernement, est-ce qu'on a besoin d'une centaine de parapheurs? Le problème, c'est que, je l'ai dit dans une autre, c'est qu'on a atteint un niveau où on peut même vous enlever au gouvernement. Vous dites que vous ne partez pas. Vous êtes sérieux? Oui, mais attendez, quand vous regardez... Vous pensez que le Cameroun est un pays de plaisantins? Monsieur Parfait, ici, vous avez vu les correspondances, non? Oui. Celle qui vient de la prison. Et celle de la plaisanterie? Et celle qui vient du Premier ministre. Donc, si aujourd'hui quelqu'un vous estime que si le gouvernement n'est pas lu par le président de la République lui-même, ou bien alors au perron de l'Élysée, il décide de ne pas partir, vous faites comment? Vous l'enlevez comment? Non, ça a l'air de faire rire, mais c'est cela. Parce que dans cette situation... où on se trouve, c'est extrêmement compliqué. Merci. Pour le président de la République, premièrement, de choisir de bons profils, deuxièmement, d'imposer un gouvernement dans la mesure où il y a beaucoup de gens qui signent sur 4 frères et ne veulent pas céder la place. François Bikoro, ça peut faire sourire, ça peut me faire rire, ce que dit Soule Honoryolo, mais au-delà de tout, en s'appuyant sur certains faits au Cameroun, en s'appuyant sur certains dossiers, n'est-il pas possible que dans les tout prochains jours, qu'on mette sur pied un gouvernement, on enlève un membre du gouvernement et le monsieur dit que lui ne part pas parce qu'il n'est pas sûr que ce remaniement-là émane effectivement de monsieur Paul Biya? Est-ce qu'il est d'abord sûr que quand on l'avait appelé, ça venait de Paul Biya? Là, c'était peut-être encore un peu stable. Non. Est-ce qu'il est sûr que quand il est venu en janvier, là, c'est Paul Biya qui l'avait nommé? Moi, je crois que il y a des choses qu'on n'aime pas dire parce qu'on est hypocrite. Monsieur Biya a bousillé 4 générations de rêveurs présidentiels. Ça veut dire quoi? Quand il arrive en 1982, les gens qui avaient son âge, je crois qu'ils ont dans les 80 ans aujourd'hui. La strate qui suit, celle de Joseph Marie Lundu, ils sont dans les 70 ans. Nous autres, là, 60 ans, les saoulés. Donc, on a déjà fait le tour. Tu as mis le maire où? Non, le maire est encore parmi les gens qui vont attendre encore 2 générations. Attendre, hein? Non, ça ne fait pas plaisir au maire, hein? Ce n'est pas ça. Maintenant, il s'agit d'un Cameroun qui a, je le rappelle toujours, dans son flanc nord, des gens qui sont allés supplier Boko Haram pour venir les aider à prendre le pouvoir. 600 tonnes de blé sont en train de sortir dans cet extrême nord-là. Oui. Les données ne sont plus les mêmes. Il y a des gens qui font aller faire de très grands meetings à Paris pour que Paris appelle Paul Biya pour qu'il donne la place. Terminé. On est sur ce plateau, on n'a aucun problème. D'autres sont allés nord-ouest, sud-ouest là-bas expliquer que la langue peut faire en sorte que les gens s'entretuent. Qu'il paraît que dès que tu parles français, tu ne partages pas avec celui qui parle anglais. Il paraît que ça marche déjà aussi un peu là-bas. Toutes ces données-là ont été conjoncturées pendant les 43 ans de règne de M. Paul Biya. Moi, je peux le comprendre. Au point que ces complices d'hier sont obligés de faire dans, comment on appelle ça, le discours par image. Le stylo n'était pas, vous avez vu pour le stylo, mais ce n'était pas au hasard. Kavaya... Il lui a dit qu'il lui donnait le stylo. Si c'est le stylo qui faisait défaut. Bon, il paraît, vous n'avez pas été attentif. Il a aussi dit que Chantal est mon ami. Il y a des messages que les papas l'envoient, vous ne savez pas d'où ça sort. Pourquoi en pleine assemblée, le président dit « Chantal est mon ami » en donnant le stylo. Et ça voulait dire quoi? Ça veut dire que vous allez encore attendre très longtemps. Parce que si vous ne comprenez pas ces choses en parabole, là, c'est compliqué.
Chantal est mon ami. C'est un message. Et l'autre dit, comme le stylo manquait, le voici. Et moi, j'ajoute ce soir, papa, les remaniements font boire et manger les gens au village. Ça peut vous faire rire. Parce qu'il y a des gens qui revendiquent le remaniement uniquement pour manger. D'autres veulent travailler. Mais on vient de passer un septennat sans remaniement. Oui ou non? Oui. Ça, tu es qui? Mais le pays est presque en arrêt. Déjà. Moi, je ne sais pas si le pays est en arrêt. On vient de passer 7 ans, un septennat complet. Maintenant, quelqu'un a ajouté ici que si c'est le prétexte qui manque, remplaçons les morts. Parce que peut-être il faut avoir un problème de prétexte, remplaçons les morts. Et il y a même les démissionnaires. Non, les démissionnaires, je ne sais pas comment ça va se passer. Ça a une conséquence, c'est que les gens sont morts sur la base d'un gouvernement de partage. C'est-à-dire qu'on avait pris un badjoué, il faut me remettre un badjoué, selon ce que nous faisons depuis dans nos gouvernements. On ne fait pas de gouvernement de mission, on fait des gouvernements où on rassure tous les clans, toutes les conceptions religieuses, économiques et tout ce que vous voulez. Maintenant, donc, c'est quand même historique, non? Qu'un gouvernement dure plus qu'un mandat de 7 ans. Bon, parce que le gouvernement actuel, c'est 7 ans plus, je crois, 27 jours. Donc maintenant, c'est quand même historique. Oui, rassurez. C'est pour ça que c'est compliqué. La seule chose qui peut rester maintenant, quand on a fait le tour des 43 ans, le gouvernement de 90%, c'est les gens qui étaient comme Biya qu'on a ajouté. Maintenant, on arrive à la fin. Est-ce que vous êtes donc prêts que politiquement parlant, le RDPC a eu ses 53%? Je parle sous le contrôle du politologue. Après avoir fait tous les gouvernements d'arrangement qu'on a fait pendant les 43 ans. Est-ce que vous êtes donc... ministre? Non. Est-ce que vous êtes prêts qu'enfin le RDPC soit responsable de son action gouvernementale? Est-ce que ça peut passer dans l'esprit? Il n'y a pas de rapport. Le RDPC n'influence pas la formation d'un gouvernement. Je n'ai pas dit annoncer, je dis... Donc le RDPC en réalité, je ne suis même pas très sûr que le président de la République demande conseil au RDPC. Il fait ce qu'il veut. Je ne veux pas les considérations. Non, mais parce que tu parles du RDPC. Le RDPC n'a rien à voir dans la formation d'un gouvernement. Il n'a jamais été consulté. Cette instance n'a jamais été réunie pour voir quand vous gagnez, vous faites comment? Et puis, ce n'est pas le RDPC seul qui a fait gagner. Non, je dis en démocratie, donc, quand vous gagnez, vous devez juger de l'essentiel. C'est le mauvais mélange de la responsabilité. C'est le mauvais mélange, l'adéquation que vous voulez créer entre le RDPC et la formation d'un gouvernement par le président de la République, Paul Biya. Il n'a pas besoin de président national élu qui doit faire son gouvernement à lui, qui a été choisi par lui avec le peuple. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je parle je ne parle pas du président élu du RDPC, je parle du président, on n'est pas président de la République, de la République. Pour le moment, on n'est pas président sans être pas président national du RDPC. C'est lui qui a été élu. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention au mauvais mélange. C'est le président qui n'a pas gouvernement. Il faut faire attention. Monsieur Korao va chuter. Oui, moi je dis, on a déjà fait le tour de tous les sortes de gouvernements que l'on va faire. Nous militons pour que, en fin de parcours, que l'on joue la démocratie à fond. Parce que diluer les responsabilités comme on le fait, ça ne permet pas au peuple camerounais de savoir qui est responsable au bout du rouleau. Est-ce que vous êtes donc prêts que le jeu, j'ai combien, vous étiez à combien là? Plus le RDPC qui a réussi à nous faire avoir 53%, qu'il règne enfin et que sa responsabilité au bout du septennat soit dégagée. Les responsabilités diluées sur les appartenances ethniques, les appartenances religieuses, les appartenances ceci, et au bout du compte, vous apprenez que quelqu'un dit qu'on n'a pas fait ceci. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées ces 3 derniers mois qui méritent que si le président de la République avait un petit doute, que le RDPC gouverne enfin seul avec ses partenaires, et au bout du rouleau, on va choisir notre personne sous les... C'est ce que moi je dis. Non, c'est bon, tu le viens du village, on se donne tout le temps, quoi. Ça va. Jean-Baptiste Samvouna Temeng, c'est vrai que vous êtes du RDPC, mais lorsque vous observez la République depuis 7 ans, et lorsque vous l'observez encore ces 4 derniers mois, avez-vous l'impression qu'il n'y a pas d'indicateur qui ferait en sorte que, en République normale, qu'on puisse remanier? Je crois que le professeur Onangina a répondu à cette question. C'est une coutume après chaque élection présidentielle qu'il y ait un remaniement ministériel. Et c'est une coutume aussi après un long septennat de 7 ans sans
réaménagement, remaniement ministériel, qu'il y ait un nouveau gouvernement mis en place, parce que chaque septennat est un septennat à part. Je crois que la profession de foi du candidat Paul Biya et lors de sa prestation, les options émises pour le nouveau septennat, les jeunes, les femmes, occupant une place centrale, tout cela n'était pas prévu en 2018, à l'issue de l'élection présidentielle de 2018. Ensuite, il y a eu le score assez serré, bien que majoritaire dans l'absolu, de 53%. Et à l'intérieur de ce score, il y a quand même des zones, surtout urbaines, où les scores du président ne sont pas du tout bons. Et on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Je crois que, parce que c'est souvent, même au sein du RDPC, nous utilisons son nom pour faire nos campagnes. Parce qu'on sait qu'il a toujours une certaine cote de popularité. Et là, cette élection présidentielle nous a montré quand même à beaucoup d'endroits qu'il y avait presque un début de divorce ou quelque chose de profond qu'il faut réparer entre le candidat et son peuple, mais aussi entre l'État et le peuple. Et c'est pour ça que lors de la prestation de serment, il a annoncé, moi je crois que c'est le plus important dans ce pays aujourd'hui, il a annoncé une réforme de l'État. La réforme de l'État peut être en profondeur en relation avec les institutions, les équilibres, comment répartir le pouvoir au sein de ces institutions. Mais la réforme de l'État est aussi... Cette réforme de l'État, vous y croyez? Elle est nécessaire, elle est nécessaire. Le remaniement ne vient pas d'abord, mais c'est la réforme de tout un État qui sera facile. Je pense que la réforme de l'État mérite une plus grande réflexion. C'est-à-dire que le remaniement, on peut... il y a des hommes... est que ce qui semble plus facile n'est pas fait. Mais ce qui semble plus compliqué, selon vous... Sauf que ce qui est le plus important est prioritaire. Je crois que le plus important, c'est la réforme de l'État. Un remaniement dans un pays avec autant de problèmes n'est pas important? Non, les problèmes, ce n'est pas... Moi, je ne pense pas que ça soit juste un changement d'homme qui règle ces problèmes. Si nous commençons par évaluer certains membres du gouvernement, n'avez-vous pas l'impression... Parce que vous voulez m'entraîner à l'évaluation des individus, ce qui est normal. Ce qui est normal. Mais lorsqu'on vous nomme ministre, est-ce que M. Temengon ne devrait pas vous évaluer après 7 ans? Je suis d'accord, mais je ne pense pas que... Dans ce gouvernement, vous avez l'impression qu'il y en a qui peuvent avoir 2 sur 20? Non, justement, je veux vous apporter notre réponse. C'est que si, dans ce gouvernement, avec la même stratégie organisationnelle, il y en a qui ont 2 sur 20, si vous ne changez pas l'organisation, vous allez changer les hommes. Je ne sais pas que les autres auront 3 sur 20. Parce que l'organisation et l'État. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut un certain temps. Qui organise? Il est en train de le faire, probablement. Qui organise? Mais, je dis, le chef de l'État. Ah, donc c'est lui le problème. Moi, je ne parle pas en termes de problème. Pardon, en termes de quoi? Il y a des problèmes qu'il faut résoudre. Et je pense que vous ne savez pas ce qu'il nous réserve. Parce que, laissez-moi aller jusqu'au bout. Nous avons des politiques publiques qui ne portent plus les fruits attendus. Ça peut provenir de la qualité des hommes choisis. Ça, c'est votre option. C'est pour ça que vous priorisez ça. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus l'organisation de notre État. Je vais vous prendre un exemple. Le gouvernement que vous voulez absolument remanier, l'impression que nous, à la base, nous avons, c'est que ce gouvernement, il n'est plus du tout un gouvernement purement politique. Parce qu'on parle d'une élection présidentielle avec une majorité et un projet politique. Ce gouvernement, aujourd'hui, il est devenu de plus en plus administratif. Les ministres, l'impression qu'on a, c'est que ces ministres, entourés de fonctionnaires, qu'ils ne choisissent pas eux-mêmes,
Même dans cette administration, est-ce que ça fonctionne? C'est pour ça qu'on dit qu'il faut réorganiser. Il n'est même plus gouvernement politique selon vous. Il est plus administratif. Est-ce que l'administration fonctionne? Je vais dire pourquoi. Mais ça ne peut pas fonctionner parce que l'administration n'est pas responsable devant le peuple en tant que tel. Ce sont les élus, selon la Constitution, l'article 2, la souveraineté du peuple est incarnée par le président de la République et le Parlement et les élus. Donc, ce sont... En l'état actuel des choses, est-ce qu'on peut encore organiser le pays? Nous devons organiser l'appareil d'État, réorganiser l'appareil d'État. Je vais vous prendre un exemple simple. Encore. Les réformes qui ont l'air d'aller lentement, je suis un élu local. On a voté, on a promulgué, le chef de l'État a promulgué il y a un an, la loi portant fiscalité locale. Mais cette loi portant fiscalité locale n'est pas du tout appliquée telle que nous l'attendions. Et ailleurs, on a appliqué la même loi en très peu de temps et on a vu les résultats. Au Sénégal, l'année dernière, je fais un coin, je salue tous un coucou à tous les employés municipaux du Cameroun. Mais au Sénégal, les salariés des municipalités ont vu l'année dernière, cette année, à compter du 1er janvier, leur salaire augmenter, tous les employés municipaux de 80 000 à 300 000. Cela signifie donc 30% d'augmentation. Nous sommes dans une situation où nous accumulons des arriérés du peu qu'on paye aux employés municipaux de 3 à 50 mois dans nos communes. Certaines communes... Dans le Sénégal, nous parlons. Or, à ce niveau, oui. Or, la même réforme sur la fiscalité locale a permis de dégager des ressources là-bas. Très bien. Ne le permet pas ici. Donc, et pourquoi on en est arrivé là? Parce que... Moins un déjà. Attendez. Une minute. Il y a 3 ministres qui vont tomber. Parce que les cabinets ministériels ailleurs sont organisés de façon strictement politique. Ici, nous avons des cabinets ministériels administratifs où le ministre ne choisit même personne là-dedans. Et donc, il se retrouve que les réformes sont plombées. Monsieur Lunda a parlé tout à l'heure des task force. S'il n'y avait pas eu la task force délocalisée à la présidence, on n'aurait jamais organisé la CAN. Alors, ça montrait quoi? Ça montrait que dans les départements ministériels, beaucoup de choses étaient paralysées, c'était bloqué. On allait vers l'incapacité du Cameroun à organiser la Coupe d'Afrique des Nations parce que la structure administrative autour des ministres ne le permet plus aujourd'hui. Et imaginez donc toute l'activité et toutes les responsabilités, les compétences que doivent exercer ces ministères. Et c'est bloqué à tous les niveaux. Donc, il faut revoir les choses. Merci, c'est compris. Deuxième chose, la décentralisation. Moi, j'étais cette semaine à 2 conférences annuelles de ministères. On va parler de la politique inclusive des jeunes et des femmes au niveau des petites et moyennes entreprises. On va parler des projets à haute intensité de main-d'œuvre. Vous allez voir que toutes ces compétences, sans aucune coordination, sont exercées parfois simultanément par 5 départements ministériels. Ce qui aboutit à un saupoudrage et où on ne voit pas sur le terrain l'effet de ces politiques publiques. Donc, la réorganisation du gouvernement est nécessaire. On ne peut pas repartir avec la même réorganisation. Moi, je crois que c'est plus important que les hommes. C'est plus important que les hommes. Joseph Marie Elundou, est-il possible qu'il y ait encore un remaniement ministériel dans ce pays? C'est moi qui souffre. Mais je pense que, d'abord, je vais féliciter l'analyse de Clarté, qui a un regard plus prospectif. Vous avez un pays où Paul Biya a déjà fait plus de 30 gouvernements. Et l'impression qu'on a, c'est qu'au fur et à mesure que le temps est passé, il y a plutôt eu une sorte de dégradation dans la compétence générale. Et je ne veux pas dire qu'il y a des incompétents, je dis qu'il y a eu dégradation de la compétence générale. La question souvent est de savoir, ces gens sont-ils incompétents? Sont-ils de mauvais gouvernants? N'en ont-ils pas la capacité? Le vrai problème est celui-là. Nous sommes plutôt devant un système en fin de capacité et d'efficience. C'est un système, vous mettez Aïssi Parfait, qui est un brillant modérateur là-bas, vous ne le reconnaissez pas. Et cela est lié à ce fait-là. C'est pour ça que des réformes en profondeur sont nécessaires. Et je pense qu'après 43 ans de présence à la tête de l'État,
Pour moi, le mandat de Paul Biya est un mandat de bilan. Bilan sur la qualité du système qui a porté le pays jusqu'à ce jour. Pourquoi nous partons de la pauvreté à la pauvreté? 97, vous entrez dans le PPTE. 2006, on vous dit que vous êtes au point d'achèvement et que vous êtes bien. 2010, vous retombez dans la crise de la pauvreté. Il y a un problème. Il ne peut plus être seulement un problème des individus. Il devient un problème systémique. Et là, le retard que nous accumulons dans ce que vous appelez le remaniement ministériel nous montre d'ailleurs la fragilité extrême de ce système. Où les interventions des gens sortent de gauche à droite. On se demande, et puis, qui fait quoi? Est-ce que vous savez que ce système a tout mis en place, mais rien n'est respecté dedans? Tout à l'heure, on était sur un sujet où rien n'est respecté. Vous prenez la décentralisation, on vous dit qu'il faut 15% du budget aux régions. Ça représente, si vous prenez un budget de 6 000 milliards, ça représente à peu près, je prends un minimum de 6 000 milliards, ça représente à peu près 900 milliards qui devraient être dans les régions. C'est-à-dire 90 milliards pour chaque région. C'est tout. Vous n'avez jamais atteint 3 milliards ou 4 milliards dans une région? Ça veut dire que nous faisons dans la fiction et la fémania institutionnelle. Ça veut dire même que nous n'avons même pas le budget dont on parle. Ça veut dire que nous avons un problème de fond, de comptabilité nationale, de capacité à capter le produit intérieur brut du pays pour le mettre à la disposition de l'État et des organisations qui doivent contrôler le pays. C'est ça la réalité. Nous avons la démocratie. Nous devons interroger la démocratie. Est-ce que la démocratie populaire, enfin, du peuple, comme on l'a vu, pourquoi le bulletin de vote de ma maman, ma grand-mère qui ne sait rien faire, a le même poids que le bulletin de vote du chef d'État lui-même? Est-ce que c'est normal que... Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un nouveau mode de promotion d'un chef d'État par des régimes similaires au régime parlementaire? Pourquoi ne pas ramener le Premier ministre en force comme étant effectivement un vrai Premier ministre capable de diriger comme on le voit dans... Mais le Premier ministre vient de le démontrer. Et que le Premier ministre, mais bien sûr, et vous voyez que ça étonne les gens. Alors ça étonne même les gens, même y compris des grands spécialistes, que le Premier ministre prenne en main une situation d'une petite société qui ne représente absolument rien sur le plan national. Petite société. Non, je parle de la SGS. Ah, d'accord. Qui n'est rien du tout. C'est-à-dire que cette affaire pouvait passer sans qu'on s'en rende même compte. Mais on parle là de sécurisation, ce n'est qu'une petite société. Même s'il s'agit de sécurisation, on n'avait pas besoin de rendre ça si public. Vous appelez les protagonistes, vous leur dites, écoutez, votre mandat là, il n'est plus bon, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on se sépare? Et puis on s'en va, et puis on signe les documents, et puis c'est terminé, on nous annonce que désormais, je n'ai plus là, à l'anti. Pourquoi croyez-vous que cela devrait nous intéresser? C'est pour ça que je vais conclure simplement en disant que un élu du peuple nous parle, voilà notre élu du peuple. Ils sont dans l'arrière-pays, ils voient les défaillances. Nous, on avait déjà parlé. Ils voient très bien que le modèle de politique économique et sociale qui gouverne le pays jusqu'à présent est un modèle mort. Nous sommes en fin de système, en fin d'efficience. Il ne peut plus produire la richesse. Il ne peut pas produire une démocratie qui n'amène pas les problèmes de tribus, de communautés, de villages, de trucs. Et il faut revoir entièrement cette affaire. Et je pense que le président de la République l'a vu. C'est pour ça qu'il évoque cette réforme de l'État. Aujourd'hui, mettre en place un gouvernement, c'est un peu comme si vous versez un peu de vernis sur des ongles sales. Ou bien sur une maison qui n'a pas qui n'est pas propre. Je pense qu'il faut repartir en profondeur. Et notre génération a cette mission. Moi, je n'ai aucune intention d'être ministre, ni d'être président de la République. Mon intention... Si on vous nomme, vous allez refuser? C'est pas ça, c'est une question qu'on ne me nommera jamais. Pourquoi me nommerait-on? Pourquoi vous êtes... Je n'ai jamais cherché à être nommé. Les gens qui veulent être nommés, ils savent comment ils font. Moi, ceux qui ont été nommés ne vous dépassent pas trop. Non, c'est pas ça le problème. Vous avez bien dit que c'est discrétionnaire. Donc, je ne peux pas prétendre qu'on ne peut pas me nommer, mais sauf que je sais qu'il y en a qui entreprennent des démarches pour être nommés. Je n'ai jamais entrepris la moindre démarche. Mais ce qui est important pour nous, en tant que citoyens, en tant que patriotes, nous nous intéressons aux affaires du pays depuis plus de 40 ans. À travers les médias, on a écrit des articles, on est intervenu partout. Nous disons qu'aujourd'hui, nous sommes des observateurs crédibles et audibles. Nous disons qu'il faut changer le modèle de politique économique et sociale. Et je l'ai écrit dans tous les articles. Et sur ce plateau, j'ai dit, un gouvernement aujourd'hui, quel est le casting? Quel est le casting?
Est-ce qu'on a des gens ici sur la place qui ont fait des preuves quelque part? Qui va les évaluer? Parce qu'il faut ça. À l'époque, on disait, bon, après, cherche-moi un gars de ton village. Donc, trouve-moi quelqu'un là qui est le fils du chef. Est-ce que, voilà, c'était ça. Est-ce que le Cameroun... C'est sur ces bases-là qu'on nomme les membres du gouvernement au Cameroun. Complètement. Est-ce qu'aujourd'hui, le Cameroun de demain peut encore fonctionner avec des critères aussi subjectifs, y compris même le fait que ce soit un truc discrétionnaire? Je pense qu'il y a un casting qui doit être fait. Dans le cas d'espèce, en mettant en place un nouveau modèle que nous pouvons développer le moment venu, parce qu'il n'y a pas de temps, qui permet qu'on identifie. Vous savez que si vous demandez à Bikoro aujourd'hui et au Conseil régional du Sud qui vous voulez envoyer comme ministre dans l'administration, ils vont vous le trouver. Parce que les conseillers connaissent les gens là-bas. Tout à fait. Vous ne pouvez pas aujourd'hui continuer à faire un peu comme si c'était le Djambo. On dit, bon, tapons les cartes, on va voir qui va gagner. Donc, je pense que c'est la solution pour ma part aujourd'hui. Merci. En attendant, passer la parole au professeur Onangini. Quelques préoccupations de téléspectateurs. Un message qui nous vient une fois de plus de l'Afrique du Sud. Monsieur le modérateur, encore un bon thème. Excusez-moi, le représentant du RDPC raconte quoi? Dont le président de la République du Cameroun a demandé à être réélu. Il n'y avait pas prévu un remaniement après les résultats. Un candidat à une élection n'a pas une idée des réformes qu'il compte opérer. Comment doit-on désormais considérer la parole du président Biya si la notion de prochain jour, soit aujourd'hui, un mois, près de 5 mois après les élections? C'est triste pour le Cameroun. Je pense que la question du téléspectateur est importante, professeur. Le président avait eu à commettre une erreur. Il voulait parler des prochains mois, des prochaines années ou alors des prochains jours. Je pense que le président de la République a été clair. Il a parlé des prochains jours. Maintenant, ça fait un mois. Ne dramatisons pas non plus. Ne dramatisons pas non plus. On peut comprendre les impatiences. Mais... Impatience est légitime. Oui, je n'ai pas dit qu'elles n'étaient pas légitimes. Je dis simplement, on peut comprendre les impatiences. Vous-même, vous n'êtes pas impatient? Je ne sais pas si je suis impatient. Ce que je sais en tant que spécialiste, c'est qu'un État est comme un véhicule qui se gère avec plusieurs vitesses. On ne peut pas le gérer avec une seule vitesse. Ce qui signifie concrètement qu'une recomposition gouvernementale est le bienvenu. Et qu'est-ce qui bloque? Attendez, elle n'empêche pas qu'on s'inscrive dans une dynamique plus longue en termes de restructuration, en termes de réforme. Ce ne sont pas des choses qui sont contradictoires. On peut avoir dans la visée du moyen terme ou du long terme le projet de transformer, de changer le pays. Et dans le court terme, on peut se dire que pour aller vers ce changement du pays, il faut un gouvernement avec un profil d'hommes qui sont en mesure de le faire. Et la vision donc, c'est de leur dire, et même dans une certaine mesure, de négocier avec ceux-là, à partir du moment où ils sont choisis, comment ils vont conduire leur mission. Sur la base d'une lettre de mission précise et sur dans la base maintenant, au vu du passé, de la nécessité d'une coordination renforcée qui évite les brouillages souvent artificiels qui sont créés, comme on a vu avec l'affaire de la SGS. Donc, si quelqu'un dit, je répète ce que j'ai déjà dit ici, si quelqu'un dit au président Paul Biya que la recomposition du gouvernement n'est pas nécessaire, c'est comme on dirait au quartier, un noyeur. Une action politique. On peut quand même trouver des noyeurs à côté de lui? Je dis si quelqu'un lui dit ça, c'est que c'est un noyeur. Vous soupçonnez qu'il y a des noyeurs à côté de lui? Moi, je n'en sais rien. Je dis seulement. Mais pourquoi vous évoquez cette question? Oui, mais parce qu'il y a des gens qui peuvent le dire. Ils ont un intérêt. Pour telle ou telle raison. Je dis, c'est un noyeur. Pourquoi? Vous connaissez certains noyeurs de la République? Ce n'est pas mon propos. Laissez-moi rentrer dans le fond des choses. Laissons ces dimensions-là. Une action gouvernementale demande de la méthode. Et la méthode s'inscrit à la fois dans le temps long, mais la méthode doit aussi tenir compte du temps court. D'où la nécessité qu'il y a toujours, à un moment ou à un autre,
de renouveler le gouvernement. Maintenant, l'ampleur du renouvellement dépend du leader, puisque de toute façon, c'est une compétence discrétionnaire. Mais les exigences concrètes du gouvernement demandent qu'on renouvelle, puisqu'il se peut, et en réalité c'est souvent le cas, que tous les responsables du département ministériel n'apportent manifestement pas la satisfaction qu'on est en droit d'attendre. Si vous ne renouvelez pas, vous créez donc des blocages qui se sédimentent, qui deviennent de plus en plus importants et qui finissent par bloquer toute la machine. Donc, ce que M. Elundu dit sur la nécessité disons, de refonder le cadre politique, économique et social du gouvernement s'entend. Mais ça peut déjà commencer par une recomposition du gouvernement. Ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas incompatible. Ça veut dire, on dit aux gens qui sont pris, bon, voilà ce qu'on attend de vous dans tel ou tel délai. Voici ce qui est attendu. Voici les moyens qui sont mis à votre disposition pour atteindre cela. Si vous ne le faites pas, vous savez quel sera votre sort. Solono Yolo, doit-on garder espoir? Vous avez dit il y a plusieurs semaines que vous allez vous raser lorsque le président fera un remaniement. Nous commençons à être inquiets concernant votre personne. Il ne ressemble même plus à Jésus, il ressemble à Baoula. C'est vrai que je suis triste, et je suis le plus triste d'avoir totalement fait confiance au président de la République dans l'espoir qu'il remanierait. Gardez confiance. Et ne sombrez pas dans le nihilisme. Malheureusement, ça prend du temps. Mais ce que je voulais dire, quand vous êtes de plus en plus affaibli. Affaibli et inquiet. La barbe de plus en plus blanche. Parce que ça commence à être compliqué. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand j'entends les gens dire que non, on va encore donner du temps pour la prospective, pour les réformes, non, ce n'est plus possible. Même quand Paul Biya parle des réformes, que ce soit son discours du 31 décembre, où il a parlé d'enfants, de jeunes et puis femmes, ou alors le 6 novembre, quand il a parlé, je crois, non, c'est le 6 novembre, il parle de jeunes et femmes. Le 31 décembre, il parle des prochains jours. C'est vrai, tiens, j'ai discuté avec un exégète de la Bible qui m'a dit, mais attends, le Christ lui-même a dit qu'il reviendra dans bientôt. Ça fait 2000 ans qu'on l'attend, on lui a fait quoi? Donc si Paul lui a dit dans les prochains jours et que ça dure le bientôt du Christ, on ne lui fera rien. Mais je crois que les gens s'amusent quand même un peu. M. Biya a aujourd'hui un pari à tenir. Soit il fait un gouvernement de récompense pour récompenser peut-être ceux qui se sont battus pour qu'ils soient réélus, ou alors il fait un gouvernement d'accompagnement. Attendez, sur cette base qu'on doit nommer ministre, il s'est battu pour qu'on soit réélu et on vous nomme ministre. Ça fait partie de la politique. Vous savez, parfait ici. C'est comme ça se passe partout ailleurs. Vous ne travaillez pas pour les récompenser sur quoi? C'est pas moi, hein. C'est-à-dire comme vous avez fait en sorte que le président soit réélu. Vous avez battu campagne, vous avez donné les sacs de riz au village, et après l'élection, vous êtes nommé, c'est ça? Lorsque feu le Premier ministre Simon Achidi dit que politique Nyangi, c'est pas moi. Personne. Et à ces ministres qui sont nommés sur cette base-là, vous allez leur demander des résultats? On n'a pas dit que c'est le seul critère. J'ai dit pour l'instant, des réformes, la prospective, on ne peut plus en attendre du président Biya parce que il est fatigué et il y a une trop grande différence d'âge entre les profils à promouvoir et lui-même. Et je viens de dire que la première chose, c'est qu'il y en a qui attendent le gouvernement de récompense, d'autres attendent le gouvernement d'accompagnement. C'est-à-dire des gens qui vont être nommés pour accompagner le président Biya jusqu'à la fin de son mandat. Pas de gouvernement de compétences, pas de gouvernement de technocrates. Monsieur Parfait ici, le Cameroun est l'un des rares pays où on vous nomme, vous ne savez pas pourquoi. Ah bon? On vous enlève, vous ne savez pas pourquoi. On nomme quelqu'un d'autre à votre place, vous ne savez pas pourquoi. Non, vous ne pouvez pas convoquer. Monsieur Parfait ici, dans Sous l'orage, n'est-ce pas? Seydou Badian Kouyaté dit le séjour à l'eau d'un tronc d'arbre ne transforme pas en crocodile. Et puis je viens même dans mon village, on me dit qu'on ne tord pas l'arbre. On tord l'arbuste.
après 43 ans, vous ne pouvez plus demander au président Biya de nommer des ministres sur la base, n'est-ce pas, de la compétence. Il n'en est pas concerné, il les nomme comme il veut, il change comme il veut, il ne consulte personne. Aujourd'hui encore, c'est plus grave parce qu'il reste seul debout. C'est compris. Hein? Tous ses congénères sont couchés. Alors vous allez lui demander quoi? Il ne rend compte à personne. Nous n'irons pas du coq à l'âne. Même à son RDPC. Que défend François Bikorosi, le président fait ce qu'il veut. Nous n'irons pas du coq à l'âne. J'aurais quand même voulu accueillir le professeur Wanangini par une actualité. Hein. Le professeur, vous avez quelques soucis du côté du MINFI au niveau du fichier sol? C'est purement kafkaïen. Parce que nous avons appris que... Vous me voyez bel et bien présent devant vous. Vous me voyez présent toutes les semaines. À l'université, tous les jours, les semaines dans la routine administrative, je vise une bonne partie de ce que monsieur le recteur doit signer. Sur la délégation, monsieur le recteur, j'autorise les soutenances, mais on trouve quand même le moyen de dire que je suis absent depuis plus d'1 an. On a dit que vous êtes allé au Canada. Hein. Moi, si au Canada. Qu'il avait traversé la mer du côté là où il y a les... Et que vous émargez de manière indue. Alors, nous sommes face à une situation comme celle-là. C'est la provocation ou bien c'est la sorcellerie? Oh, alors les deux. Moi, je n'en sais rien, mais ce que je peux dire... Mais qui a fait ça? Je n'en sais rien, mais ce que je peux dire... Mais ça sort du MINFI. Ce que je peux dire, ce sont des dysfonctionnements qui, encore une fois, n'honorent pas l'image de l'État. Ils ont fait beaucoup de publicité. Quand on fait des opérations de vérification... Mais vous avez quand même un nom qui résonne. Comment on peut mettre votre nom sur une liste comme celle-là? Moi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Disons simplement que c'est une erreur. En tout cas, c'est José Marie Loune dit que vous devez aller vous laver au village. Vous êtes sûr que c'est vous qu'on voit sur le plateau? Peut-être que c'est pas moi. Non, il faut parler. C'est le fantôme. Mais le système est cruel. Comment? Le système est cruel. De toute façon, nous allons les manières pour avoir raté il est bel et bien là. Quand tu as raté le remaniement comme ça, on croit qu'on a déjà eu ton nom. Parce que j'ai rencontré plusieurs personnes dans cette situation. Et qui me disaient, dans leur service, dans leur département, ce qui est aberrant, c'est que ceux même qui sont au Canada, qui touchent ne sont pas là. Mais que ceux qui travaillent, parce qu'ils sont nombreux, qui travaillent et qui ont... Donc il faut absolument qu'il y ait un remaniement. Donc ça veut dire que ceux qui sont loin savent comment ils font. Merci. C'est terminé. Il peut arriver que le chef de l'État ait voulu vous nommer. On lui a dit que ça fait 1 an qu'il n'est pas dit. Peut-être qu'il faut surveiller ça. Et comme le chef de l'État n'y croyait pas, parce que ils ont dormi. Le fait que tu es absent. Nous redisons ce matin qui a dit ça au Merci, professeur. On ne peut pas nommer ministre qui est implanté. Merci au professeur Olagini qui est le permanent. Merci, s'il vous plaît. Merci à Solé Onoyolo. Merci à José Marie Londo. Merci à François Bikoro. Merci à Jean-Baptiste Anvona Temengue.